Après réflexion, nous avons donc eu l'idée d'organiser un Facebook Live. Les nouveaux citoyens étaient invités à suivre ce Facebook Live qui présentait différents services de notre administration communale et leur apportait des compléments d'information par rapport au sujet qui les intéressait. On s'est rendu compte que cette initiative avait remporté un grand succès et nous nous sommes rendus compte également que les gens avaient adhéré au processus. D'où l'idée de ces ateliers de la démocratie locale durant lesquels nous aborderons différents thèmes. Vous savez, gérer une commune, mais c'est vraiment gérer pour les habitants. La commune, c'est une autorité publique de proximité et qui représente le premier lieu de démocratie locale. Nous œuvrons donc toutes et tous pour le bien-être des citoyens, leur cadre de vie, leur quotidien, mais ceci se construit ensemble, avec toutes les forces vives et les personnes qui souhaitent prendre part à l'évolution de leur commune. Néanmoins, il est intéressant d'avoir le ressenti, la perception de ceux qui vivent dans les quartiers pour en établir une stratégie constructive. Par les conseils ou les comités de quartier ou même d'autres structures, il y a une concertation réelle qui peut éclairer les décisions prises au niveau communal, car les usagers, donc ces bénéficiaires directs du cadre de vie, peuvent avoir une vision importante ou des idées intéressantes qui sont émises et que nous pouvons prendre en compte dans nos travaux et dans notre réflexion. Nous allons maintenant retrouver Pascal Frezon, échevin de la participation citoyenne, qui nous attend en haut de l'escalier d'honneur de la maison communale. Les ateliers de la démocratie, c'est parti. Nous sommes dans la partie la plus ancienne de la maison communale, celle qui a été construite à la fin des années 30. Nous sommes ici au-dessus des escaliers d'honneur, les escaliers qu'empruntent les nouveaux mariés chaque semaine. Et donc, nous sommes mardi. Mardi, c'est le jour du collège. Nous allons voir si le bourgmestre est présent dans la salle du collège. Mais avant ça, on n'oublie pas. On y va. Pascal. Mardi est vers ces collèges. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population ce que c'est le collège, cette institution que vous présidez en tant que bourgmestre? C'est ça. Comment ça fonctionne? Qui siège? Qu'est-ce qu'on dit pas? De quoi parle-t-on au collège? Mais donc, le collège est un des organes en fait décisionnels de la commune qui se réunit une fois par semaine. En l'occurrence à Evere, c'est le mardi matin. Il est composé de l'ensemble des échevins, du bourgmestre qui le préside et il est assisté par le secrétaire communal qui doit donc assurer le secrétariat, le suivi des dossiers et nous conseiller sur la légalité de certaines décisions que l'on prend. Et puis il y a une petite particularité, c'est que le président du CPS participe aussi au collège en tant qu'invité et donc de façon à ce qu'on puisse aussi avoir une certaine interaction avec le CPS. Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est une sphère plutôt sérieuse de travail? Est-ce que tout peut se dire dans un collège? Alors, c'est une sphère sérieuse. On fait le tour effectivement de l'ordre du jour et des différents dossiers qui sont à l'ordre du jour. On discute des points problématiques, de ceux qui ne le sont pas. Et effectivement, le collège est le lieu où tout le monde a le droit à la parole et où tout le monde doit aussi évoquer les différentes questions qui l'interpellent. C'est pour ça que nous avons une partie officielle qui est l'ordre du jour du collège, et puis nous avons une partie divers où l'on peut évoquer l'actualité communale ou des points qui trouveraient sujet chez les uns ou les autres. Vous avez parlé du secrétaire communal, on va aller à sa recherche, on va voir s'il est dans son bureau. Une excellente journée à vous. Bonne journée. Nous sommes devant le bureau du secrétaire communal, on va voir s'il est effectivement présent. Dag meneer Borremans. Dag meneer de Schepen. U bent dus gemeentesecretaris hier in Evere. We zijn op de Facebook Live met de burgers. Kunt u uitleggen wat is uw beroep? Met alle plezier. Goeiedag, ik stel mezelf graag even aan u voor. Ik ben Dirk Borremans en ik ben sinds 1994 gemeentesecretaris van de gemeente Evere. Mijn naam en mijn gezicht die komen u waarschijnlijk niet echt bekend voor. En dat is niet verwonderlijk. Ik ben een vastbenoemde ambtenaar
En hoewel mijn beroepsleven zich afspeelt tussen gemeenteraadsleden, Schepenen en de burgemeester, neem ik zelf niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. U zag mijn foto bijgevolg nog nooit op een verkiezingsaffiche of mijn naam nog nooit op een kieslijst. De secretaris van de gemeente heeft verschillende taken, die in tal van wetteksten terug te vinden zijn. Kort samengevat kunnen ze in 3 grote categorieën worden ingedeeld. Voor eerst heeft de secretaris de taak om de dossiers die voor beslissing aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en Schepenen worden voorgelegd, voor te bereiden. Dat wil zeggen dat deze dossiers op hun juridische, hun financiële en hun administratieve deugdelijkheid dienen geverifieerd te worden. Jaarlijks worden er om en bij de 10.000 dossiers aan het college van burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad voorgelegd. Het spreekt dan ook voor zich dat de secretaris niet alleen voor deze verificatie instaat, maar dat hij daarvoor een beroep doet op verschillende diensten, zoals de personeelsdienst, de dienst financiën, de dienst onderwijs of nog de dienst openbaar werken. De secretaris heeft er bijgevolg alle belang bij om zich te omringen door performante medewerkers, waarop dat hij ten alle tijden kan terugvallen. En dat brengt ons bij de tweede grote taak van de gemeentesecretaris, namelijk de uitbouw en de structurering van een goed werkende en capabele administratie, die niet alleen de te nemen beslissingen voorbereidt, maar eens dat ze genomen zijn, ze ook opvolgt en uitvoert. De wet voorziet dan ook dat de secretaris instaat voor de algemene directie van de administratie, waarvan hij de dagelijkse leiding, de goede werking en de coördinatie dient te verzekeren. De secretaris zorgt dus voor de structurering van de diensten, die wordt weergegeven in een organigram, en hij maakt ook de ontwerpen van personeelskaders en van personeelsstatuten op. Hij legt de te behalen doelstellingen op aan de verschillende diensten en aan de verschillende sectoren, mede in functie van de politieke objectieven die worden vastgesteld in de verklarende nota bij het 3-jarige meerjarenplan dat door het college van burgemeester en Schepenen en door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De secretaris is ook de voorzitter van het directiecomité, bestaande uit leidinggevenden die hem helpen een transversale benadering aan de behandeling van de dossiers te geven. Als derde grote onderdeel, het derde grote takenpakket, woont de secretaris de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en Schepenen en de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad bij. Hij is gelast met de opmaak van het procesverbaal van deze vergaderingen, waarin wordt weergegeven wat er exact voor elk van de voorgelegde dossiers wordt beslist. De secretaris zorgt dan zo voor de authentificatie en de bewaring van de genomen beslissingen die speciaal daartoe gehouden registers worden ingeschreven. De secretaris is ook gelast met de ondertekening van deze processenverbaal samen met de voorzitter van deze beraadslagende organen. De secretaris is ook gelast met de mede-ondertekening van de briefwisseling van de gemeente. In de praktijk heeft de secretaris hoofdzakelijk een leidende en een coördinerende taak. Hij hoort tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en Schepenen welke de desideraten zijn, welke de knelpunten zijn die ervaren worden en welke de prioriteiten zijn. En hij vertaalt deze informatie via objectieven en doelstellingen naar de verschillende diensten en sectoren. Via nauwe dagelijkse contacten met de overige leidinggevenden blijft de secretaris verder op de hoogte van het reilen en zeilen van de administratie, van de aanwervingen, van de mutaties, van de eventueel voorgenomen voorstellen tot ontslag, alsmede van een aantal initiatieven die door de overige leidinggevenden genomen worden en die mogelijkerwijze kunnen worden uitgebreid naar het geheel van de administratie. Dat is in een notendop de taak van de gemeentesecretaris. Prima, en dank u voor deze samenvatting. Ik heb nog een vraag voor u, meneer de secretaris, in het Frans. Vous travaillez au quotidien avec des hommes et des femmes politiques qui ont parfois des idées particulières. Est-ce que c'est pas trop difficile? Maar het is eigenlijk niet echt moeilijk eens dat men weet wat dat een ieder wenst. En dus daartoe bestaan er een aantal specifieke documenten, waaronder ook het 3-jarig beleidsprogramma, waarin duidelijk wordt gezegd welke de verschillende objectieven zijn die het college en de gemeenteraad zich stellen en waar dan bij gevolg naartoe dient gewerkt te worden. En de dagelijkse contacten met de Schepenen, met de burgemeester,
die laten we toe om eigenlijk een aantal verduidelijkingen te bekomen en een aftoetsing te maken tussen datgene wat reeds werd gedaan en datgene wat dat werd verwacht. Dank u, meneer de secrétaire. Graag gedaan. Nous venons de rencontrer le secrétaire communal qui est un des éléments importants du fonctionnement de l'administration. Une deuxième personnalité très importante avec un rôle particulier existe aussi, il s'agit du receveur. Le receveur, c'est celui qui tient les cordons de la bourse, celui qui dirige les finances communales. Il n'était malheureusement pas disponible au moment de ce tournage, mais nous aurons très certainement l'occasion de reparler des finances communales et de leur fonctionnement lors d'un de nos ateliers de la démocratie. Entre-temps, je vous rejoins dans le salon. À tout de suite. Ok, merci Pascal. Merci Mégane. Voilà, comme ça vous avez déjà eu un aperçu du rôle du secrétaire communal et vous avez vu notre bourgmestre faisant fonction, Monsieur Ridouane Chahid, qui vous a un petit peu expliqué ce que c'était le collège. Je vous prie d'excuser donc ce petit dysfonctionnement parce que je sais qu'en fait il y a eu des problèmes d'image, que c'était saccadé. Néanmoins, j'ai pu voir en même temps sur Facebook, puisque j'ai un deuxième ordinateur à côté de moi, et j'ai pu me rendre compte que là ça fonctionnait très bien. Mais voilà, donc désolé pour ces aléas du direct, comme on dit. Maintenant que Pascal nous a rejoints, n'est-ce pas, d'un coup de baguette magique, nous allons donc procéder, nous allons continuer sur notre lancée. Et donc, Pascal, puisque j'ai la parole, je la garde. Alors, j'aimerais te demander, les ateliers de la démocratie, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien voilà, donc dans le cadre de mes compétences de participation citoyenne, mais aussi de civisme, nous avons décidé avec le collège de créer ces ateliers de la démocratie. Et ces ateliers de la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un atelier comme vous les connaissez, comme vous étiez au cours de vos études, l'atelier de technologie, qu'est-ce qu'on fait ? On y apprend différentes techniques. L'atelier de calligraphie, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à écrire. Eh bien ici, le but, c'est vraiment de donner un espace où on peut discuter avec les citoyens de différentes problématiques politiques, mais surtout d'en profiter pour faire de l'éducation citoyenne. Le but des ateliers de la démocratie, c'est vraiment d'organiser la formation des citoyens à leur rôle de citoyens. Et donc, c'est pas toujours évident quand on parle secrétaire communal, receveur, on ne sait pas toujours qui fait le rôle de quoi. Il y a les politiques qui jouent un rôle, il y a l'administration qui joue un rôle très important, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les décisions politiques qui peuvent intervenir, il y a des dizaines, des centaines de collaborateurs à la commune, au CPS, qui font que tout ça fonctionne. Alors ça fonctionne comment ? Ça répond évidemment à des règles bien précise. On ne se lève pas un matin en décidant un certain nombre de choses. Tout ça doit répondre à des critères légaux, financiers, budgétaires, et c'est tout un parcours administratif qui se met en marche quand une décision est prise. Et c'est pour ça que ce processus administratif, il est parfois très long. On se dit parfois, mais enfin, on a parlé déjà de ça il y a quelques mois, comment ça se fait que ça n'est pas encore mis en œuvre, etc., etc. Justement, c'est parce que ces règles qui sont là pour protéger la démocratie et pour organiser la transparence des décisions qui sont prises, ces critères légaux sont mis en œuvre, comme par exemple la loi sur la comptabilité communale ou la nouvelle loi communale ou encore la loi sur les marchés publics qui prévoit quelles sont les règles qu'une commune doit suivre quand elle met en œuvre un certain nombre de choses. Alors, le but de ces ateliers, c'est évidemment pas de remplacer ce qui existe déjà. On sait que la concertation, elle existe au collège, au niveau de la majorité avec le bourgmestre et les échevins. Elle existe aussi au niveau du conseil communal où les représentants politiques des différents partis de la majorité ou de l'opposition ont la possibilité de poser des questions, de venir avec des propositions. Il y a aussi les conseils de quartier qui existent déjà depuis longtemps à Evere. Il y a les conseils consultatifs qui existent aussi. Donc le but n'est évidemment pas de remplacer tout ça, mais le but est vraiment d'organiser un moment
de partage, d'échange et d'apprentissage. Raison pour laquelle, lors de ces ateliers de la démocratie, ici évidemment c'est un politique qui vous parle, mais je ne suis pas le représentant d'un parti. En tant que membre d'un exécutif, je suis le représentant de toutes les Éveroises, de tous les Éverois, et le but sera vraiment d'organiser un moment de formation avec des opérateurs externes. Nous avons réfléchi, nous avons déjà regardé quels étaient les thèmes de prédilection des citoyens. Eh bien, le jour où on parlera finances communales, par exemple, eh bien, sans doute inviterons-nous les chefines des finances, mais ce que nous ferons surtout, c'est inviter des techniciens qui vont venir expliquer ce que c'est la comptabilité communale, à quelles règles elle doit répondre. Et je le répète, le but, c'est vraiment de faire de l'éducation citoyenne, de l'éducation permanente, pour donner aux citoyens les clés de lecture qui sont nécessaires et qu'on ne lui a peut-être pas données au cours de ses études ou qu'il n'a peut-être pas eu la chance d'apprendre au cours de son parcours. C'est vraiment l'idée qui est là derrière, et celle-là, c'est de pouvoir donner aux citoyens les clés qui lui permettent de prendre possession de tous les enjeux d'une politique communale, de la politique locale, étant entendu qu'on pourra aussi à un moment, si les citoyens le souhaitent, élargir à d'autres niveaux de pouvoir. Voilà en quelques mots ce que sont et ce que ce ne sont pas ces ateliers de la démocratie. J'espère que j'ai été complet et pas trop bavard. Un petit peu quand même, hein. Mais te connaissant, ça va. Mais donc, nous avons répondu aux questions de la façon dont c'est organisé sur Evere, qu'est-ce qui existe déjà, puisque tu as parlé des conseils de quartier, etc. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter à ce niveau-là. Non, c'est bon? Non, pour moi c'est bon. Je pense que oui, je ne veux pas être trop long non plus. À la fin de l'entretien, une fois que nous aurons pu inviter notre experte du jour, on aura l'occasion évidemment d'en discuter avec celles et ceux d'entre vous qui ont déjà formulé un certain nombre de questions en lien avec la démocratie locale et la participation citoyenne. Okay. Est-ce que tu veux dire un mot supplémentaire par rapport au déroulement de ces ateliers de la démocratie ? Peut-être juste préciser que si quelqu'un a une idée qui lui vient pendant l'exposé qui va venir, il peut toujours intégrer sa question dans le chat et Mégane fera la compilation des questions qui sont posées. Comme ça, on pourra répondre à toutes ces questions. Ok, d'accord. Je propose que maintenant nous invitions notre experte qui vient de Brulocalis. Pascal, je te donne la parole. Oui, donc Corinne François est la directrice de Brulocalis. Brulocalis est un organe qui rassemble la ville de Bruxelles et les 18 autres communes, pour être précis. Donc Brulocalis, c'est ce qu'on connaissait avant sous le nom d'Association de la ville et des communes de Bruxelles ou de la région bruxelloise. Corinne, bienvenue à Evere, même si c'est en virtuel. Merci d'être là. Merci de nous parler de ce qu'est Brulocalis et de différents enjeux. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Ruina van der Lemal, et merci beaucoup de m'avoir donné ce soir l'occasion de dire quelques mots. J'espère que je pourrai vous éclairer sur cette thématique qui nous tient à cœur chez Brulocalis, tant la citoyenneté que bien sûr la participation citoyenne et tout ce qui tourne autour de ces sujets très importants dans notre démocratie aujourd'hui. Peut-être d'abord présenter ce qu'est l'association Brulocalis. Donc, c'est une association qui, comme tu l'as très bien dit, Pascal, a été créée par les 19 communes et elle est au service des pouvoirs locaux de la région Bruxelles-Capitale. Elle a été créée par eux, elle est gérée par eux. Dans notre conseil d'administration, donc, on a les mandataires de bruxellois qui se présentent et qui, je dirais, définissent un petit peu quelles sont chaque année nos priorités pour les communes. Mais donc,
clairement, on a pour première mission d'aider les pouvoirs locaux, CPAS et communes, à fonctionner mieux. Ce fonctionnement, il se fait bien sûr en directe ligne vers les pouvoirs locaux qui eux-mêmes travaillent au bénéfice du citoyen bruxellois. Et donc, nous, on a toujours à cœur de dire, voilà, on n'est peut-être pas connu du citoyen, mais on travaille pour le citoyen bruxellois, car c'est lui qui finalement bénéficie de tous les services que les pouvoirs locaux peuvent lui apporter. Alors, la défense et la promotion des pouvoirs locaux prennent la forme d'un double objectif. D'abord, il y a, comme je l'ai dit, améliorer leurs conditions générales de fonctionnement, les aider à résoudre des problèmes qu'elles rencontrent, mais aussi à échanger des bonnes pratiques. Donc cela vise vraiment le développement institutionnel des pouvoirs locaux, mais aussi, et ça se fait au quotidien, leur fournir une assistance ponctuelle sur des questions juridiques. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite analyse de la nouvelle législation en matière de passeport biométrique, taxation kilométrique, je vous en passe, mais donc nous essayons d'être présents sur toutes les thématiques d'intérêt communal et on sait combien elles sont larges. Alors, depuis plus de 10 ans, Brulocalis organise, avec le soutien de Bruxelles Pouvoirs Locaux, qui est l'administration, la semaine de la démocratie locale. Et c'est par cette petite porte qu'on est entré vraiment dans une expertise, d'un travail autour de la thématique. À la base, la semaine de la démocratie locale est une initiative du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe. Ce n'est peut-être pas très connu comme organe, mais si vous voulez, ce congrès est une émanation du Conseil de l'Europe, qui est composé de 47 États. Donc c'est beaucoup plus large que l'Union européenne en soi. Cet organisme a été créé suite au Conseil de l'Europe après la guerre, en 1948, et il touche, comme je l'ai dit, un énorme nombre de pays et a vocation à partager des valeurs démocratiques centrées autour de l'état de droit, de la démocratie, et l'organe le plus connu, c'est bien sûr la Cour de justice des communautés européennes. Mais donc, cet organe a également en son sein une sorte de parlement des élus locaux qui sont fédérés autour de ce qu'on appelle la charte de l'autonomie locale. L'autonomie locale, pour nous, c'est important parce qu'en soi, nous considérons effectivement qu'il est important de garder l'échelon local parce que c'est le plus proche du citoyen et c'est à travers les communes qu'effectivement se pratique une forme de démocratie qui est extrêmement proche des besoins des citoyens et qui est adaptable également puisqu'elle peut mener des politiques spécifiques et adaptées à ce que les citoyens ont le plus besoin, puisque chaque commune est différente, chaque commune a une structure démographique différente. Voilà, donc ça c'est en gros, je dirais, le travail qu'on fait autour de la démocratie locale. Par exemple, en 2019 et 2020, la thématique fédératrice de la semaine, c'était les territoires de la confiance. Et je crois que chaque année, le thème essaie d'être au plus près de l'actualité, de ce qui se vit dans les citoyens. Et je crois qu'effectivement, le thème de ce soir nous amène vraiment à réfléchir aussi à la participation citoyenne, qui est vraiment une des conditions aussi de la confiance qu'on porte dans ces élus. Voilà, à ce stade, j'en reste là pour la présentation de notre association. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Mais donc, effectivement, déjà, merci Corinne pour ces explications. Concrètement, donc comment est-ce que les communes font appel à Brulocalis? Tu l'expliquais, vous fonctionnez un petit peu comme un service d'études, comme un support juridique. Donc,
Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'administration qui prend contact avec vous? Est-ce que c'est le politique? Comment est-ce que tout ça s'organise en quelques mots? Alors, je vais expliquer cela. Effectivement, on a vraiment 3 missions principales. La première mission, c'est le conseil. La deuxième mission, c'est je dirais le capacity building et la formation. Donc, on essaie de rendre les communes autonomes. Et la troisième, c'est tout ce qui est plaidoyer politique. Nous ne sommes pas une administration. Et donc, on a cette chance de pouvoir être assez flexible et de pouvoir s'adapter aux demandes des communes. Et donc, concrètement, on est accessible pour l'administration. C'est une grande partie de notre travail. Et donc, les services se tournent vers nous pour nous demander conseil. Même en ces temps de pandémie, on s'est adapté, on a mis en place des outils pour être appelables, par exemple, sur Teams, et les administrations nous appellent vraiment dans toutes les thématiques possibles et imaginables qu'ils souhaitent aborder. Et alors, on a aussi vraiment des demandes spécifiques. On monte, par exemple, des ateliers, on monte des formations pour accompagner tant les fonctionnaires que les mandataires à exercer leur mission. Par exemple, en début de législature communale, on a toujours à cœur de donner les clés aux élus pour comprendre la législation, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours en tant que citoyen, comme tu le disais aussi Pascal, au fait des différentes règles qui régissent le fonctionnement d'une commune, et c'est important de pouvoir leur donner les clés. Et donc on leur organise par exemple des formations ad hoc dans lesquelles ils peuvent recevoir des ouvrages de base sur la législation, sur les règles qui s'appliquent. Comment est-ce que je peux faire une interpellation au conseil communal? Comment dois-je rendre ma déclaration de patrimoine, etc., etc. Donc, on est vraiment, on essaie d'être une petite start-up qui s'adapte aux besoins de nos membres, les communes, les CPAS. Mais alors, le citoyen dans tout ça, est-ce qu'il a une possibilité d'avoir un peu de visibilité sur ce que Brulocalis fait? Comment est-ce qu'il peut être au courant des actualités de l'organisation? Est-ce que tout ça est public? Comment est-ce que les gens qui nous écoutent ici peuvent prendre éventuellement contact avec la doctrine, avec les travaux de l'institution? Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre nous. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que, comme je le disais, hein, notre credo premier, c'est de soutenir d'abord les pouvoirs locaux pour qu'eux puissent directement prester des services aux citoyens. Mais on a un site internet sur lequel on a engrangé une foule d'informations diverses et variées qui ne sont peut-être pas connues du grand public, mais en tout cas c'est accessible et ils peuvent se renseigner sur toute une série de choses par thématique. On est en train d'ailleurs de le refaire, ce site, pour qu'il soit encore un peu plus lisible, mais en tout cas tout est accessible aux citoyens, des bonnes pratiques, des ouvrages, etc. Et nous essayons aussi de refléter dans nos publications, que ce soit le trait d'union ou les newsletters, des actions des communes avec les citoyens qui peuvent semer la petite graine qui est nécessaire à inspirer éventuellement les autres pour lancer des projets divers et variés. Et c'est vrai que la semaine de la démocratie locale dans laquelle nous sommes actifs, c'est vraiment une des activités où on entre davantage en contact avec les citoyens bruxellois, puisqu'on organise des séances où les citoyens sont invités à réfléchir au sein de groupes de travail. Donc on a déjà organisé pas mal d'activités, et c'est parfois les communes aussi qui en prennent l'initiative elles-mêmes, où les citoyens sont amenés à débattre. Donc on a eu des publics
beaucoup plus jeunes, on a eu des publics issus plutôt de populations issues de l'immigration, et tous ces mélanges, tous ces ateliers, toutes ces discussions que nous organisons sous l'égide de cette semaine, qui dépasse largement en fait la semaine, mais qui en fait a lieu toute l'année, eh bien ça suscite toute une série de réflexions. C'est aussi, comme tu l'as dit, de l'éducation permanente. Et par exemple, c'est vrai que les 2 dernières séances inaugurales de la semaine ont donné lieu à des très intéressants débats au sein de la population, et de bonnes pratiques aussi en matière de participation citoyenne. Et cette participation citoyenne, justement, dont on parle si souvent, et dont l'exercice qu'on fait ici est un petit élément, en quoi c'est un enjeu de notre siècle, en fait. On se rend compte qu'il y a un fossé très large entre les citoyens et le politique, et donc le but, évidemment, est de créer des ponts, et le plus de ponts possible pour que cette séparation disparaisse. Je pense que tu nous avais apporté aussi un petit dessin qu'on peut peut-être, c'est peut-être le moment de le partager, et si tu veux le commenter. Je pense que Mégane l'a sous la main, je pense. Très bien, très bien. Oui, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est un vrai enjeu au XXIe siècle. Ça, c'est indubitable, et je crois que chaque politique doit s'en rendre compte. C'est un concept qu'on entend beaucoup. Alors, il n'y a pas une seule définition ni une seule méthode pour mener une bonne participation citoyenne. En tout cas, je vais vous répercuter un petit peu ce que nous, on a perçu et rassemblé comme information et comme point de vue intéressant par rapport à ça. C'est vrai que pour Brulocalis et les conseillers qui y travaillent, d'abord, un des éléments sur lequel on veut insister, c'est que la démocratie représentative et la démocratie participative sont complémentaires. Il n'y a pas l'une sans l'autre, et c'est important qu'elles s'enrichissent et se nourrissent. Comme je l'ai dit aussi, pour nous, l'échelon local est en soi un garant d'une meilleure forme de participation, parce que c'est vrai qu'on interpelle beaucoup plus facilement un élu local, son bourgmestre, qu'un ministre régional que finalement on n'a peut-être jamais l'occasion de croiser durant tout son mandat. Et donc en ce XXIe siècle, tu l'as dit, c'est très très important, parce que effectivement, la démocratie représentative, dont le fait de déléguer à des élus sa voix pour que lui puisse, dans des organes constitués, prendre des décisions, est de plus en plus remis en question. Que ce soit les débats au Parlement ou au sein du gouvernement, les citoyens aujourd'hui attendent davantage que de voter une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans à l'échelon communal. Ils souhaitent justement être consultés de temps en temps, plus régulièrement, sur des questions fondamentales. Excusez-moi. Et donc, c'est un enjeu important. Et alors, peut-être rapidement, et c'est assez paradoxal, à côté de ce que je décris, qui est vraiment le besoin exprimé par bon nombre de citoyens d'être consultés, de participer et même d'être concertés dans les décisions qui sont prises et qui le touchent, il y a parallèlement à ça un attrait réel dans certains pays pour des leaders autoritaires. Hein. Et donc ça c'est vraiment tout le paradoxe aussi de notre XXIe siècle, c'est qu'à la fois les citoyens veulent avoir voix au chapitre, mais il y a aussi, on l'a vu aux États-Unis, c'était quand même très 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 flagrant dans les pratiques et dans les supports du président sortant Donald Trump, qu'on était ici dans un mode qui tend justement à diminuer la démocratie. Alors, ce qui est important
dans la démocratie, dans la participation citoyenne. Et ce petit dessin, en fait, a été réalisé lors d'un atelier qu'on a mené ensemble avec des citoyens lors d'une séance inaugurale. On avait une dessinatrice qui captait ci et là les propos de la salle et qui en a fait une représentation. Et donc, c'est vrai que ce qui est important quand on fait de la participation citoyenne, et c'est en ça qu'on voudrait, Brulocalis, mettre à disposition certains instruments pour les communes lorsqu'elles se lancent ou lorsqu'elles souhaitent se lancer dans un projet où elles impliquent leurs citoyens, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement d'une place ou même de la création d'infrastructures. Ben, c'est vrai qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ce qui est important dans la participation citoyenne, c'est que elle a plusieurs objectifs. Je pense qu'il faut d'abord souligner l'objectif de la meilleure adhésion aux décisions prises. Quand le citoyen a participé et a pu donner son avis et qu'il a été en partie entendu, qu'il a pu influencer la direction ou la priorité qui a été donnée à un dossier ou à plusieurs dossiers, mais il est content, il adhère. Donc ça, c'est un tout premier objectif, c'est la meilleure adhésion. Un deuxième objectif qui pourrait être celui de la participation, c'est bien sûr l'efficacité, puisqu'on prend l'avis des citoyens concernés par le projet, qui connaissent leur quartier, qui connaissent leur terrain, et par définition, l'avis est plus riche et plus adéquat. Alors, un troisième objectif, c'est l'objectif de transparence. Et c'est un objectif très important aujourd'hui puisqu'il a pour effet de rétablir une confiance et automatiquement, qui dit transparence, dit accès aux informations et donc augmentation de la confiance. On prend les citoyens qui ont accompagné la prise de décision sont au courant des motifs qui ont conduit à la décision et sont donc beaucoup plus satisfaits et ont beaucoup plus confiance dans les mandataires. Et bien sûr, je dirais un dernier objectif que je vois comme ça, c'est vraiment l'objectif éducationnel. Et clairement, quand on lance des ateliers tels que les budgets participatifs, où on octroie par exemple dans certaines communes une enveloppe à des citoyens et on leur dit voilà, vous pouvez décider ce que vous allez développer comme projet avec cette enveloppe. Donc plusieurs citoyens se réunissent, débattent et sont amenés à, je dirais, vivre vraiment dans leur chair ce que c'est un processus de prise de décision. Ce que c'est de ne pas pouvoir donner raison à tout le monde, de devoir faire des concessions, de devoir s'accorder sur peut-être pas ce qu'on avait envie exactement de mener comme projet au départ, mais de comprendre qu'il y a d'autres enjeux, qu'il y a des aspects bien concrets qui ne permettent pas d'arriver à cette solution. Et donc, on voulait construire un parc pour les enfants, mais il faut tenir compte aussi des seniors et il faut tenir compte aussi des cyclistes. Et donc, cette éducation à la prise de décision, je pense, est aussi vraiment un élément qui est très important dans son aspect éducationnel. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Il y a bien sûr la simple consultation. On vous demande votre avis, mais est-ce qu'on en tient compte? Pas forcément. D'où des déceptions éventuelles chez certains citoyens. Il y a aussi la codécision et la concertation. Et donc, tous ces éléments doivent être très clairement établis dès le départ. Quand on établit un contrat avec le citoyen, si on les implique, si on leur demande, il est fondamental de leur dire dès le départ qu'on va utiliser ce travail soit pour avis, soit que cet avis lie l'autorité et qu'elle est obligée, je dirais, de mettre en œuvre les recommandations qu'ont formulées les citoyens. Et donc, c'est vrai que à les différents degrés, je crois,
doivent être tout à fait claires dès le début. Et de ce que nous avons expérimenté, il y a vraiment à peu près une petite dizaine de questions à se poser. D'abord, c'est vraiment, OK, sur quoi porte la participation? Est-ce que c'est sur tout le parc ou juste une partie du parc? Est-ce que c'est sur... donc vraiment bien définir l'objet de la participation. Le pourquoi aussi, qu'est-ce que chacun attend de cette démarche participative? Il est bien clair que si les élus, par exemple, qui veulent se lancer dans une démarche, doivent être tout à fait clairs que s'ils se lancent là-dedans et qu'ils s'engagent à être liés par le résultat, doivent quand même après suivre leur engagement et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Ne pas évoquer un problème de budget, ne pas évoquer un problème qu'ils n'avaient pas anticipé au préalable. C'est vraiment une question de confiance et de succès d'un processus que d'être tout à fait clair avec l'objectif poursuivi dans la démarche participative. Alors, avec qui participe exactement et avec quel rôle? Aucune ambiguïté ne peut être laissée non plus. Le quatrième point à se demander ou à éclaircir, c'est qui sera le pilote de cette démarche de participation? Est-ce que ce sera l'association citoyenne ou de quartier qui est à la manœuvre, ou alors est-ce que c'est par exemple l'autorité communale ou régionale? C'est important aussi parce qu'il faut se donner les moyens. C'est du travail. Il est toujours important de par exemple, on consulte, on a un travail d'analyse et après il faut revenir vers les gens. Il faut les informer. Il faut leur dire voilà ce qu'on a fait avec votre temps, avec vos soirées que vous avez consacrées à la question. C'est très très important d'avoir pour cela les ressources humaines, les ressources techniques pour y parvenir. Et donc avant de se lancer là-dedans, effectivement, il faut être sûr, je dirais, de pouvoir assurer, entre guillemets, le service après-vente. Alors, bien définir les étapes du processus. Je crois que, par exemple, je n'ai pas beaucoup suivi la démarche citoyenne qui a été lancée en France par le président Macron, mais je crois qu'effectivement, il a énormément, les organismes se sont beaucoup réunis, ils ont formulé des recommandations. Au départ, le président Macron avait dit on implémentera, on mettra en œuvre les recommandations des citoyens et en fin de compte, je pense qu'il est un peu en train de revenir sur certains engagements et donc ça provoque évidemment des frustrations terribles et c'est un processus qui peut lui être reproché alors qu'au départ la démarche était évidemment celle d'une participation très large de la société française, etc. Alors donc le cinquième point c'était donc de bien définir les étapes de la démarche participative. La sixième question, c'est quelle cohérence, quelle compatibilité entre la méthode et les perspectives de la participation. Alors, quels sont les risques, quelles sont les étapes, quels sont les écueils que l'on peut rencontrer? Il faut évidemment, comme dans tout projet, bien entendu, mais bien les anticiper pour ne pas, de nouveau, susciter une déception des personnes qui se sont engagées dans la démarche de participation. Et alors, quels sont les effets attendus de la démarche de participation? Ça, je crois que ça peut engendrer vraiment un cercle vertueux. Ça peut être une chose très positive, mais vraiment, il faut bien le préparer et être tout à fait clair par rapport aux suites qui vont être données aux recommandations. Ça, c'est vraiment, je dirais, le point le plus important quand on est, je dirais, élu et qu'on se lance dans une démarche participative. Vous voyez les échelles, les marches de l'échelle
elles ont été justement dessinées par les citoyens qui exprimaient justement que la fausse participation ou le je fais semblant de consulter le citoyen, ça passe évidemment très très mal et on comprend pourquoi. Certains avaient évoqué on ne veut pas de la participation si c'est pour avoir l'impression de se faire manipuler, qu'un projet par exemple est déjà tout ficelé et que vous nous faites simplement l'entériner, le valider, mais qu'en fait on ne peut y apporter aucun ajout, on ne peut pas l'amender. Et donc c'est pour ça que vous voyez l'importance de la confiance qui doit être créée, de la relation de confiance entre les participants à la démarche, parce que sinon on peut tomber dans une participation décorative, symbolique, comme il le disait. Et puis la démarche au-dessus, c'est la simple information, bien informer les citoyens, séance d'information comme on faisait avant. Mais après, il y a la consultation, après il y a le partenariat, après il y a la co-construction, la délégation, et donc c'est vraiment des étapes tout à fait différentes et beaucoup plus engageantes. Mais c'est aussi très riche et le résultat qu'on peut en obtenir est généralement très très bon et très satisfaisant pour les parties, mais vraiment pas à entamer à la légère sans avoir vraiment bien, je dirais vraiment validé toutes les étapes que j'ai citées. Mais donc ce travail n'est vraiment que le résultat d'experts en participation qui ont travaillé avec des citoyens et qui ont pu exprimer leurs doutes et leurs bonnes pratiques à la fois dans ce domaine. Voilà. Ok, merci beaucoup Corinne pour cet exposé très très complet. Je vais maintenant voir si dans notre assemblée quelqu'un a des questions pour vous. Donc au sujet de Brulocalis, pardon. Mégane, si tu peux m'aider parce que comme je ne vois pas les autres intervenants, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Je ne pense pas. Non, personne. Mais voilà. Comment? Vas-y, Christian. Merci, Véronique. Le problème qu'on constate avec la participation citoyenne, je crois qu'il est difficile parce que on est en face de deux visions. Je crois que la bonne, c'est que quand on veut faire la participation citoyenne, il faut s'investir, que ce soit par l'associatif, le bénévolat ou la politique. Il y a trop, je crois, de gens qui emploient notamment, je vais le dire, les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui a inventé ce nom de réseaux sociaux, mais enfin bon, où on ne voit qu'il n'y a qu'à. Ce sont tous des pourris et où on ne s'occupe que du caca du chien sur son trottoir. Alors là, le problème de la participation citoyenne, elle est quand même très difficile, en ce sens que les gens qui le font de cette façon-là ne veulent pas avoir les bases, par exemple, de la connaissance de la structure, je vais parler de la Belgique, du pays, de la communauté, de la région et de la commune. Et quand on sait tout cela, on sait qu'en Belgique, il faut faire des compromis parce que personne ne pourra jamais avoir raison à du 100%. Dernière petite chose, c'est aussi comprendre le rôle d'un exécutif et le rôle d'un législatif. Et tout ça, je ne retrouve pas dans
90% des réseaux sociaux. Donc, je dirais que je ferai plus confiance dans des associations comme les conseils de quartier ou autres qui travaillent, disons, tout le temps pour le bien-être des habitants. Je vous remercie. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai bien écouté Madame de Brulocalis. Je pense que la clé, personnellement, c'est vraiment le comité de quartier actif qui ramène les gens, qui informe les gens, qui les font participer, qui leur tiennent la main, parce que bon, il y a parfois certains réseaux sociaux qui donnent des liens, mais les gens n'ont pas le temps. Les gens ne prennent pas le temps, je ne sais pas si vous m'entendez, mais les gens ne prennent pas le temps d'ouvrir la page. Parfois, il y a trop de blabla et ça les fatigue, donc ils veulent réagir, mais pour finir, ils ne le font pas. Ils ne le font qu'après pour peut-être se plaindre, et parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être intégrés au projet, mais de par leur faute. Mais je pense que s'il y avait un comité de quartier à une plus petite échelle, pas centre, bas, en tout cas pour les Verts, pas haut, centre et bas, mais par certaines rues, je pense qu'il y aurait déjà une convivialité et un intérêt pour certains projets et qui se sentent moins seuls, bêtement pour faire des brocantes, pour ce qui est social, mais aussi tout ce qui est information et éducation et projets et voilà, les motiver de cette manière-là. Et je pense qu'ils ils sentiront un bien-être dans leur quartier, bien-être dans leur commune par la suite, quoi. Je vous remercie tous les deux pour vos observations. Je propose, en fait, moi, je vais vous partager aussi ce que j'en pense. Je trouve que vous avez bien résumé tous les deux les premiers écueils auxquels on est confronté quand on veut participer à la vie de la société. D'abord, le temps et l'engagement. Ce sont des conditions sine qua non. Et aujourd'hui, le citoyen n'a pas le temps, ne prend pas le temps. Il y a effectivement des comités de quartier et franchement, chapeau pour ceux d'entre vous qui en font partie. Je ne sais pas exactement comment est composée l'Assemblée, mais c'est vrai que c'est à souligner à quel point cet engagement au bénéfice des autres est nécessaire dans la société. Je crois que c'est ce que je voulais aussi dire dans l'aspect, le quatrième objectif de la participation citoyenne, et pour moi il est vraiment loin d'être le moins important, c'est celui de l'éducation. Parce qu'effectivement, quand on doit prendre une décision, quand on doit participer à la prise de décision, c'est vrai qu'on se forme. On se forme au législatif, aux trois pouvoirs, aux bases en fait de notre système, et on se familiarise avec les raisons qui ont amené à créer un système pareil, qui est certainement devenu assez complexe aujourd'hui, mais c'est vrai que parfois on se demande si on ne doit pas revenir aux bases en expliquant effectivement pourquoi à un moment donné on a créé trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Pourquoi il y a un quatrième pouvoir aussi, parce que on entend aussi beaucoup les médias être remis en cause et leur soi-disant manque d'indépendance. Je crois que c'est fondamental de pouvoir expliquer aux enfants dès leur plus jeune âge que auparavant, les trois pouvoirs et les quatre à la limite, même l'information, étaient dans les mains de dirigeants potentats qui ne respectaient pas, certainement pas la vie de leurs citoyens. Et donc, ce système qui a le mérite d'éviter la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme,
je crois que parfois, c'est vrai que je rejoins M. Mikils, c'est sans doute par là qu'on devrait commencer quand on voit les échanges qu'on mène sur les réseaux sociaux. Le réseau social qui est tout le contraire de ce que je disais, qui ne nécessite ni temps ni engagement, qui nécessite juste des petites phrases à l'emporte-pièce, parfois sur des débats pourtant fondamentaux pour une société. Donc, c'est vrai que ces travers doivent être combattus, doivent être en tout cas considérés comme des obstacles sérieux. Et c'est pour ça que je crois que quand on fait de la participation, il y a des recettes et que ces recettes doivent vraiment être respectées pour ne pas encore aggraver le fossé qui existe entre les décideurs, à quelque niveau qu'ils soient, les décideurs et les citoyens. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter une petite contribution à vos éclairages, mais en tout cas, c'est ce que je pense à titre personnel. Ok. Un grand merci. Ok, mais en effet, par rapport à ce que Christian évoquait en matière de conseil de quartier, et l'intervenante suivante qui parle de comité de quartier, nous savons au sein des conseils de quartier, nous essayons de suivre l'idée qui a été lancée au départ par les élus communaux lorsqu'ils ont voulu créer des conseils de quartier. C'est pour éviter justement, comme le signalait Christian en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais aussi les comités de quartier, les cacas de chiens et les sacs poubelles devant la porte. Les conseils de quartier tels qu'ils existent ont ici à Évert une autre vocation, mais c'est très difficile, c'est de prendre précisément un peu de recul pour pouvoir assurer auprès des citoyens et faire remonter vers les élus une information de synthèse. Les conseils de quartier sont en contact, bien entendu, avec Brulocalis, puisque nous avons eu l'occasion de participer à ces journées de la SEDL, mais aussi avec des organes comme Perspective Bruxelles, etc. Et que là, précisément, il y a un rôle de relais des conseils de quartier vers les citoyens, mais la grosse difficulté, c'est précisément de dépasser ce stade des cacas de chiens et des sacs poubelles. Et je crois que si l'on veut respecter le terme de démocratie, on doit effectivement être un relais utile au sein des conseils de quartier entre les comités, rassembler le plus de gens possible, mais pour relayer une information utile et structurée. Un langage clair pour pouvoir avoir, comme le disait Corinne François, pour faire remonter des projets et construire. Merci. Oui, donc ce que je voulais rebondir sur les différents échanges ici. Donc, il y a une différence entre un comité de quartier qui est le plus souvent une initiative de citoyens et les conseils de quartier qui ont effectivement été institués sous les précédentes législatures. J'ai mis dans le chat un lien vers le site internet de la commune où tout un chacun pourra aller voir quelle est la définition exacte des conseils de quartier, de voir quels sont les 3 conseils de quartier qui ont été créés et de voir aussi quelles sont les coordonnées de ces 3 conseils. Comme ça, si l'un ou l'autre d'entre vous a envie de participer aux travaux des conseils de quartier, je ne peux que l'encourager à adhérer, à prendre contact avec les coordinateurs. Voilà, c'est peut-être un petit peu difficile en ces temps de pandémie parce que on n'a pas les contacts physiques, on a quand même quelques difficultés pour se voir, etc., etc. Mais en visioconférence et cet exercice qu'on fait maintenant en est la preuve. Il y a moyen malgré tout de garder du contact et de faire des choses, somme toute
assez positive. Je ne sais pas s'il y a encore des questions précises au sujet de Brulocalis, de son fonctionnement, de la Semaine européenne de la démocratie locale. Je pense que nous avons probablement fait le tour. Moi, je propose que maintenant, nous passions aux questions. Oui, si ça ne te dérange pas, des diverses personnes qui sont présentes ici. Et donc, nous avons reçu plusieurs questions, mais je vais passer la parole à chaque personne qui nous a posé une question. Alors, j'ai une certaine Madame Sophie qui, en fait, demandait de renforcer les comités de quartier. Est-ce que Madame est là, s'il vous plaît? Ah, c'est Sophie, voilà. Mais je te cède la parole, enfin, pour préciser ta question, peut-être. Oui, voilà, juste... apparemment, il y a des membres de comités de quartier qui sont présents, donc je ne veux pas du tout dénigrer le travail qu'ils font si c'est bien ces personnes-là qui font le travail, parce qu'effectivement, comme on le souligne, ça doit être une lourde tâche. C'est juste que dans mon petit quartier, il y a un petit manque. Donc on est du côté Pirard, boulevard Léopold III, et une personne qui est accessible, qui rend, enfin, évidemment, en cette période, c'est un peu compliqué, on est bien d'accord, mais une personne humaine qui prend des contacts avec chaque habitant et qu'on ait une sorte de petit cocon encore plus réduit qu'un comité de quartier comme on l'entend. Enfin, disons que je n'ai jamais été approchée par un comité de quartier jusqu'à présent en tant que citoyenne. J'ai appris qu'il y en avait... donc du coup je vais me renseigner et voir un peu comment ça fonctionne. Mais oui, comment pas construire, mais comment compléter un conseil de quartier? Comment est-ce qu'on peut humaniser la chose en plus petites cellules, disons, pour pouvoir toucher plus de monde? Je vois mes voisins directs, ils sont ouverts à toute discussion, à toute proposition. On a refait le pont ici tout près. Ils étaient prêts à discuter, mais ils ne savent pas à qui, comment, à qui s'adresser pour pouvoir prendre la parole pour eux. Donc voilà, comment pouvoir centraliser ou créer un comité de quartier par rue, ou peut-être à l'échelle plus petite. Je ne sais pas si au niveau des coordinateurs ou anciens coordinateurs de conseil de quartier qui sont présents, certains veulent intervenir. Sinon, je répondrai volontiers, mais je pense que c'est plutôt votre matière, et donc n'hésitez pas à apporter des éléments de réponse. Paul, Christian, oui. Mais l'avenue Pierrard fait partie du conseil de quartier du centre, qui est un assez grand territoire, aussi comme le bas comme le haut. Le fait est que nous avons, avec différentes personnes qui sont présentes également sur Facebook, des contacts ponctuels, entre autres, par exemple, dans le cadre d'initiatives qui sont prises. Christian en parlera mieux que moi, les balais verts, quelques citoyens qui vont, à l'occasion de nettoyer l'un ou l'autre quartier de la commune, pour venir en appui au personnel communal, mais surtout pour rendre un coin de la commune plus sympathique. Donc, je comprends tout à fait la question de Sophie, mais le fait est qu'il n'y a jamais que 24 heures dans une journée, et que nous avons tout au long de notre activité demandé par tous les moyens possibles et imaginables que les gens se manifestent. Chaque fois qu'il y a eu, à l'initiative de notre bourgmestre faisant en fonction, des réunions qui ont été organisées en ce qui concerne certains quartiers des Verts, ça s'est fait dans toute la commune. Chaque fois, il a été fait mention des conseils de quartier en renvoyant les gens présents
vers les coordinateurs et avec les coordonnées des responsables. Donc, bien entendu que nous sommes ouverts, mais nous ne pouvons pas nous imposer non plus, mais il nous a été donné, et certains élus étaient présents lors de certaines réunions où un comité de quartier se mettait en place et de manière très vindicative pour s'attaquer à un projet communal, et ce n'est a priori pas le conseil de quartier d'être un lobby. Donc, nous sommes ouverts à toutes les questions, à toutes les suggestions, à tout examiner, par exemple, avec Bruxelles Environnement, etc. Il y a des possibilités, il y a des subsides, mais bien sûr que nous sommes demandeurs de l'initiative locale, très locale. Et le conseil de quartier écoutera et soutiendra et relayera, mais ne peut pas prendre son bâton pèlerin pour aller sonner à toutes les portes. Donc, contactez-nous et je vous promets que vous recevrez un message en retour. Merci beaucoup. On est un peu perdu, disons que voilà, on a plusieurs pistes, on cherche pas forcément au bon endroit non plus, on a plein d'idées, on sait pas forcément à qui les soumettre et bon voilà, on a toute une rue ici motivée pour faire plein de choses ensemble et bon voilà, donc espérons, on va vous contacter, on va essayer de faire ce qu'on peut. Je suis sûr que notre échevin fera tout pour que votre demande soit relayée vers nous. Ça, j'en suis certain. C'est gentil, merci en tout cas de votre intervention. Je pense qu'il y avait, je vois une petite main, la petite main de Christian Mikils. Christian. Oui, Véro. Mais je ne peux que confirmer ce que Paul a dit. Quelques petites précisions quand même, c'est que oui, sans doute, dans n'importe quelle organisation, la communication doit être jugée régulièrement. Et sans doute que un autre moyen de communication pourrait être trouvé pour les conseils de quartier, mais disons que, encore une fois, sans chercher d'excuses, la pandémie a, disons, arrêté les choses durant presque un an, mais des récents contacts avec notamment notre échevin nous font croire sans aucun doute que les choses pourraient reprendre très vite. Je voudrais encore dire ceci, c'est que toute participation est la bienvenue. Paul parlait d'une association qui a été créée, les Balles des Verts. Les balles, ça veut dire les balais des Verts. En fait, nous sommes une des associations, puisque, par exemple, les jeunes des maisons de quartier le font régulièrement. Nous nous proposons de nettoyer certains quartiers. Alors, pourquoi nettoyer certains quartiers? Parce que nous estimons que la propreté est quelque chose d'important, que le service propreté fait le maximum avec l'aide de son échevin, M. Hinché, et que M. Hinché nous a aussi proposé certaines idées pour faire ces nettoyages de quartier un week-end. Nous en avons déjà fait quelques-uns. Ce n'est pas facile parce que, je vais vous donner un exemple, il y a beaucoup d'organismes à Bruxelles qui donnent des aides pour des initiatives, notamment le service propreté Bruxelles, Bruxelles Environnement, etc., etc. Le problème, c'est que ce sont, comment dire, Bruxelles, de gros bazars et que parfois, quand quelques citoyens demandent quelque chose, ils sont toujours polis, ils sont prêts à rendre certains services, mais ça doit toujours aller dans leur manière de travailler. Et c'est parfois difficile.
Donc, il faut comprendre que toutes les associations qu'il y a à Evere essayent de faire le maximum, mais il y a des contingences qui nous dépassent souvent. Mais je répète que ce que Paul a dit, les responsables des conseils de quartier sont, je crois, à la disposition de tout le monde. Et vous aurez, Madame Sophie, le pouvoir de faire un petit peu votre choix dans tout ce qu'il y a à Evere. Mais contactez-nous sans problème. Merci beaucoup. Merci Paul et Christian. Sophie, tu as une réponse à ta question? Oui, bien sûr. Oui. Ok, merci. Est-ce que c'est toi qui avais posé l'autre question dans le sens comment réactiver ou former un comité de quartier? Oui, c'est toujours moi. Oui. C'est toujours toi. Okay. Oui, mais maintenant, monsieur, ces personnes, voilà, je vais aller vers eux et voir si je peux, à mon échelle, aider ou voilà. Oui. Faire quelque chose pour... On peut très bien imaginer de faire quelque chose pour l'avenue Louis-Pierrard si effectivement les habitants viennent avec des idées, etc. et qui vont contacter les personnes ressources. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Je pense que justement, Paul, Christian, enfin les responsables des conseils de quartier sont à l'écoute et vous recevront avec plaisir. Donc voilà, puisqu'ils œuvrent également pour le bien-être des citoyens. Alors, je propose que nous passions à la question suivante, mais je ne sais pas si quelqu'un est là pour le conseil de quartier du Haut-et-Vert. Mégane? Ah, ok. Ok, mais Pascal, je te passe la parole alors. Voilà, donc toutes ces initiatives de quartier, qu'elles soient au départ des citoyens ou qu'elles soient au départ de l'administration, n'empêchent évidemment pas chaque citoyen qui se trouve confronté à un problème ponctuel, direct, immédiat, que ce soit en matière de propreté, de circulation routière, de mobilité ou que sais-je encore, peut à tout moment interpeller le front office, téléphoner à la commune ou envoyer un mail, faire part du problème qu'il rencontre, éventuellement mettre le bourgmestre ou les chefines de son choix en copie s'il le souhaite, mais on a une administration qui répond, qui est réactive. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour le moment parce que la crise sanitaire rend les choses un peu compliquées pour le travail au quotidien et qu'on se rend bien compte que c'est difficile de contacter la commune par téléphone. Et on travaille, et je peux vous dire que le personnel travaille vraiment d'arrache-pied au quotidien. Véronique peut en témoigner d'ailleurs, pour rendre les choses plus faciles et éviter tous ces problèmes, toutes ces petites contraintes. Mais on peut prendre contact avec son administration. Tous les jours, on peut envoyer un mail en disant « Écoutez, voilà, je suis confronté à un tel problème dans mon quartier et je peux vous garantir, tant au niveau de mes collègues du collège, et nous avons un bourgmestre qui est très, très présent et qui répond très, très, très rapidement. Les autres membres du collège le font aussi. L'administration le fait également. Vous avez un problème ou une question, posez-la à l'administration. Il faut pas attendre la réunion d'un conseil de quartier qui va peut-être se tenir dans 2 mois ou dans 3 mois pour un problème ponctuel qui se passe devant chez vous et qui attend une solution plus rapide que le temps que vous aurez à attendre. Je pense qu'on a
une page Facebook aussi, et là Mégane peut en témoigner, Info et Vert, qui est très proactive, à laquelle vous pouvez effectivement adresser un petit message immédiat en disant écoutez, voilà, j'habite à tel endroit, il y a tel problème qui se présente, et le service communication qui est derrière cette page Info et Vert va bien évidemment immédiatement transmettre votre message à la personne compétente dans l'administration qui peut répondre et prendre les décisions pour régler le problème, ou éventuellement le bourgmestre, l'échevin, la zone de police, ou tous les contacts que l'administration a. Donc je veux dire, il faut jamais hésiter à contacter l'administration quand il y a un problème. On essaye toujours, et je peux vous dire qu'on a du personnel qui est au top pour ça, pour répondre le plus rapidement possible aux différents problèmes qui sont soulevés par les citoyens. Alors maintenant, pour répondre à la question qui est formulée peut-être plus précisément par le comité de quartier du Haut, il ne faut pas hésiter non plus à interpeller vos représentants politiques, les gens que vous avez choisis, les gens pour lesquels vous avez voté, qu'ils soient dans la majorité, dans l'opposition, qu'ils soient conseillers communaux, échevins ou conseillers au Conseil de l'action sociale. Ben, ils sont là pour vous répondre aussi. Si vous avez voté pour eux, vous leur avez donné un mandat de 6 ans, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus avoir des contacts avec eux pendant 6 ans. Vous cherchez leur nom sur Google. Google est notre ami à tous. Vous regardez le numéro de téléphone de l'élu que vous avez plébiscité aux dernières élections et dites-lui, ben voilà, moi je prends contact avec vous parce que j'ai une question concernant la mobilité, la propreté, la sécurité ou que sais-je encore. Et cet élu sera votre voix dans les différents organes de la commune que sont le conseil communal ou le collège. Il ne faut vraiment pas hésiter. Cette séparation et ce vide, ce gouffre qui existe entre les citoyens et leurs représentants politiques, il doit absolument disparaître. Mais à magna culpa, c'est aussi et surtout du côté des politiques qu'il faut faire un effort. Mais n'hésitez pas à interpeller de tous les moyens possibles et inimaginables et l'administration et vos représentants, parce que vos représentants, ils sont là pour ça. Ok, merci Pascal. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante peut-être? Oui, je vois plus de petites mains, donc je continue. Alors, je cherche mon document, excusez-moi. Alors, voilà, Paul, une très longue question, donc je vais te la laisser lire, expliquer, et je vais te la laisser poser. Voilà. Merci Véro. Je ne crois pas que le fait de reprendre cette question apporterait quelque chose au débat de ce soir, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites à ce propos, tout particulièrement encore avec ce que vient de dire Pascal il y a quelques minutes. Et je reprendrai l'exemple du conseil de quartier du centre, qui, il faut le dire, va quand même de l'avenue Bordet jusqu'à pratiquement l'avenue Henri Dunant, part de la chaussée d'Arc et va jusqu'à la chaussée de Louvain. Eh bien, les membres du conseil de quartier n'hésite pas à soulever, je pense par exemple à hauteur de l'allée de Provence, eh bien Michel Debacker, qui fait partie du conseil de quartier, n'hésite pas, comme vient de le dire Pascal, à soulever telle ou telle question. L'avantage du conseil de quartier à ce moment-là, c'est que cette information circule entre les membres et est relayée aussi vers les membres des 2 autres conseils, et ainsi d'un problème spécifique qui est pris en charge, comme Pascal l'a évoqué, par les services communaux, mais on voit si une question à un moment donné est quelque chose de plus large qui nécessite une plus grande infrastructure, une plus grande mise en œuvre, et c'est à ce moment-là que le conseil de quartier prend le relais. Ce n'est jamais qu'un outil de plus, mais sûrement pas, encore une fois je le répète, un lobby ou bien un contre-pouvoir à l'égard des pouvoirs locaux. Donc voilà, ici on redéfinit bien les rôles respectifs de chacun, et ça me rend optimiste pour l'avenir.
Ok, merci Paul pour cette réaction. Voilà, comme tu dis, optimiste, eh bien, c'est déjà positif, c'est un bon point. Je propose qu'on passe à la question suivante. Monsieur Arnaud, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Oui, écoutez. Bonsoir. Bon, j'ai pas exactement ce que j'avais noté en tête. Déjà, j'apporterai un petit peu de nuance sur tout ce qui vient de se dire. Hélas, je vais casser l'ambiance. Déjà, les comités de quartier, il y a eu plusieurs posts Facebook auxquels j'ai répondu. J'ai jamais eu le moindre mouvement vers moi. Moi, j'habite avenue Jules Bordet. Ici, l'inertie se mesure en dizaines d'années. En fait, j'ai la chance d'avoir pris le relais de mes parents. Enfin, la chance. Mais je veux dire, donc on est sur 2 générations d'immobilité. Voilà. J'ai fait un lobbying intense pour que quelque chose soit fait au niveau de la sécurité routière. J'ai bombardé de mails. En fait, voilà, j'ai bombardé de mails à des niveaux entre guillemets supérieurs parce que à force, je sais pas, ça bouge pas. Il n'y a pas de contact entre les voisins, puisqu'ici c'est plutôt dortoir. C'était une autoroute avant, donc on communique pas entre voisins. Et voilà, donc il n'y a pas de comité. Donc ma question était, je porte un projet ici. J'aimerais bien que les 12 000 m² qui sont à l'abandon et qui ont fait l'objet d'une occupation illégale et une pollution atmosphérique et un trafic de déchets dangereux. J'aimerais savoir comment faire pour porter ce projet. Voilà, c'est difficile à expliquer. Ça fait pas mal de mois, d'années maintenant que je me bats. J'ai l'impression de me battre un peu tout seul et voilà, je trouve pas de solution. Là, je me bats avec CityDev pour essayer de trouver une occupation. Pour le moment, en face de chez moi, il y a une toilette abandonnée. Il y a des déchets. Il y a une partie des 980 m³ qui ont été nettoyés. J'ai envoyé pléthore de lettres à la commune, différentes instances. J'essaie de négocier avec CityDev. Voilà. Et j'ai l'impression que pour mener une activité un petit peu du type utopie ou activité citoyenne, en tout cas, comme j'essaye de la lancer, si on n'est pas estampillé PS, alors que je suis simplement apolitique, ça passe difficilement, quoi. Voilà. Alors si, par bonheur, quelqu'un d'un comité de quartier quelconque peut prendre mes coordonnées et me recontacter, in fine, une fois pour toutes, je suis preneur. Et voilà. Donc, mais je vais vous dire, voilà, tout de suite, mais non, il ne faut pas être estampillé PS pour avoir une réponse. Ça, je vous le dis tout de suite, parce que nous agissons en toute transparence et moi personnellement, dans mes compétences qui me sont propres, je reçois les citoyens, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que j'estime que si les citoyens ont effectivement une idée, comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, c'est eux qui occupent l'espace public, c'est eux qui ont un cadre de vie, c'est eux qui voient les choses au quotidien. Donc, nous n'avons pas des yeux partout, mais nous, nos yeux, ce sont les citoyens. Donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est, vous dites que vous avez envoyé des courriers à la commune, mais est-ce que vous êtes... Je vous ai perdu, je vous vois plus, ça m'énerve. Oui, voilà, ça a coupé juste au mauvais moment. Ah, est-ce que, mais je disais donc, en fait, non, nous, peu importe que vous soyez PS, que vous soyez des filles, enfin que vous soyez n'importe MR ou, je veux dire, nous agissons en toute transparence et comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, nous œuvrons pour le bien-être des citoyens et parce que c'est vous qui vivez au quotidien, donc dans cet espace public, avec tout ce que nous mettons en place et donc si vous avez des choses négatives à dire, mais nous les entendons aussi. Maintenant, bon, à voir évidemment ce qui est faisable ou pas. Mais ce que j'ai envie de vous dire, donc ce que je disais aussi, c'est que nous, en tant qu'élus, en tant qu'échevins, nous n'avons pas nos yeux partout. Nous ne voyons pas tout comme ça. Bon, c'est vrai qu'on se déplace voilà, régulièrement dans la commune, mais ce sont les citoyens qui sont nos yeux, ce sont les citoyens qui doivent nous rapporter les choses, vous voyez, pour que
pour agir pour un mieux, pour que ce soit constructif. Et en fait, je vous demandais à qui, enfin, est-ce que vous vous êtes adressé au bon service quand vous dites que vous avez déjà envoyé des courriers à la commune et que malheureusement vous restez sans réponse. Donc je comprends effectivement que ce n'est pas très très joyeux, etc. Donc je vous comprends. Hein. Est-ce que vous vous êtes adressé, enfin à qui vous êtes-vous adressé? Mais il faut savoir que le problème de cette parcelle, c'est qu'elle est gérée par CityDev, donc ça donne plutôt l'impression que tout le monde voulait regarder ailleurs pour ne pas avoir à gérer la situation avec CityDev. C'est plutôt ça qui se passe. Donc, j'ai envoyé, oui, des courriers à tour de bras. J'ai encore même eu quelqu'un de l'environnement récemment, alors que j'essaye de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y a eu un trafic de déchets dangereux. On a trouvé des sacs contenant de l'amiante. Il y avait 980 mètres cubes de déchets. Il y a beaucoup de déchets qui ont été incinérés sur site. Et les seuls moyens que j'ai pu faire pour le moment, c'est remonter. Donc, j'ai appelé directement le cabinet de M. Vervoort. Et voilà, et pour ce qui est de la sécurité routière, j'ai aussi été plus haut parce que voilà, la situation, ça fait des années que ça dure. Et voilà, l'avenue Jules Bordet, il y a par exemple un plan de, comment on appelle ça encore, je ne reviens plus. Donc un plan de quartier, un contrat de quartier qui a été établi, mais s'arrête à la lisière de l'avenue Jules Bordet. Voilà, c'est une sorte de zone de non-lieu. Là, on a eu ce problème d'occupation qui a duré pendant des mois et des mois. Et voilà, je peux vous prouver que j'ai envoyé des courriers quand même à relativement beaucoup de services, quoi. Donc, pour ce qui est de l'instantanéité et de la communication avec la commune, c'est quand même chaud, quoi. Et on est sur la 4e occupation. Comment? Au fil des années. On est sur la 4e occupation du même type sur le long des années. C'est la 4e occupation du même type, quoi. Et nous, on est en vis-à-vis et on se prend toutes les fumées, donc on a développé au final des soucis de santé, quoi. Bah, voilà. Oui. Donc, écoutez, oui, évidemment, si vous vous êtes adressé, vous avez fait plusieurs courriers, pardon. Je pense que Paul voudrait prendre la parole. Je vais peut-être répondre à Arnaud parce qu'on a déjà eu quelques échanges. Tout à fait. Tous les deux sur ces envies de projet. Et donc, ce que moi, je propose, effectivement, je l'avais déjà plus ou moins suggéré à Arnaud, c'est de faire peut-être un petit dossier avec les différents courriers qui ont été envoyés et d'essayer de résumer le projet en quelques lignes. Et donc, peut-être venir le présenter au conseil de quartier dont dépend l'avenue Bordet. Je pense que ça a du sens de venir parler de ce qu'on a envie de partager, de ce qu'on a envie de construire. Et moi, j'ai aucun souci à m'engager, d'en rediscuter avec le bourgmestre et d'interpeller, le cas échéant, CityDev, puisque c'est eux qui sont propriétaires du terrain que vous évoquez. Maintenant, il est fort probable que CityDev a des projets qui sont en chantier sur le terrain et qui vont peut-être être mis en œuvre et qui ne pourront pas répondre favorablement. Mais il n'y a en tout cas aucun mal à les interpeller. Je pense que nous avons tous des relais au sein de CityDev et moi je m'engage quand vous m'envoyez ce petit dossier, on peut se voir, on peut faire une visioconférence par exemple à 3 avec Paul, avec le bourgmestre et vous, et on peut rediscuter de ça peut-être plus en détail parce que je vois que le temps avance et il y a quand même encore aussi une question, mais je pense que vraiment, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Vous préparez un petit dossier, vous me l'envoyez, vous l'envoyez à Paul. On essaye de faire une réunion tous les 3, tous les 4, et puis on voit au niveau du conseil de quartier ce qu'on peut peut-être construire avec vos voisins, voir comment on peut prendre contact avec eux. Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça, vraiment aucun. Ce qui ne veut pas dire que CityDev va applaudir des deux mains et va accepter ce que vous proposez. Hein. C'est pas ça évidemment. Je peux pas vous le promettre, mais les interpeller en tout cas. Pour moi, il y a vraiment aucun souci. Mais voilà.
Ok, moi mon but est d'occuper pour éviter l'occupation illégale, hein, donc c'est simplement ça, c'est l'objectif de mon projet. CityDev est tout à fait au courant, je suis en négociation avec eux depuis des mois. Et alors je voulais juste comme dernière avoir les coordonnées de la personne qui fait partie de mon comité de quartier, parce que ça me paraît tellement... Donc voilà. J'ai mis le lien dans le chat, donc si vous cliquez dans le chat, sur le lien, vous allez voir les coordonnées donc, du conseil de quartier. Encore, mais... Ok, ça marche. Mais Juste 30 secondes. Un membre de notre conseil de quartier, Jean-Pierre Sals, habite également avenue Jules Bordet, a bien suivi les problèmes soulevés en ce qui concerne les nuisances. D'une part, il y a toujours eu un retour de la commune, mais on est quand même sur une voirie régionale. Je n'entre pas dans le détail. Je crois qu'un des 3 nouveaux radars un radar va être installé avenue Jules Bordet par rapport aux 30 à l'heure. Et enfin, dans le cadre de Perspective Bruxelles, il y a quand même 2 gros projets situés juste en face et pour lesquels nous avons déjà reçu une première information, une invitation, et nous essayons de relayer cette information vers tous ceux qui sont censés être intéressés. Donc voilà, je suis à disposition pour Arnaud, comme Pascal vient de le dire. Ok. Merci. Voilà, Monsieur Arnaud, je vais aussi passer la parole à Madame Françoise Guillit, qui a quelque chose à vous dire également. Françoise? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Donc, je suis la responsable opérationnelle du service développement durable et participation citoyenne. Et dans le cadre de ce service, nous nous apportons une certaine aide dans la mesure du possible aux projets citoyens qui sont lancés suite à des appels à projets de Bruxelles Environnement et qui s'appellent Inspirons le quartier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces appels à projets. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà. Dans ce cadre-là, nous sommes amenés souvent à apporter un certain soutien. Donc, voilà, si vous avez un projet qui est déjà établi, construit, ben, ce sera à ajouter au dossier que vous allez faire et proposer à Pascal Frezon. Et nous, on pourra aussi peut-être apporter un soutien ou un cadre à cela. J'avais déjà initié le mouvement il y a 3 ans, avant-dernière occupation. J'avais déjà contacté différents voisins pour lancer via ce biais-là. Mais merci quand même, je vais... Voilà, donc n'hésitez pas, je reviendrai à la fin de la soirée avec les coordonnées du service. Ok. Enfin, merci à vous. Je voulais savoir s'il y avait d'autres dernières questions. Ok. Mais je pense que nous avons répondu un peu par-ci par-là à cette question. Puisque nous avons répondu à Sophie qui avait un souci, qui voulait organiser un comité de quartier pour sa rue, etc. Donc voilà, on voit déjà que ça note déjà qu'il y a une participation qui se veut. On a entendu parler des comités de quartier. Monsieur Arnaud a pu mentionner son problème et donc nous allons essayer de voir si nous pouvons l'aider. Nous avons pris bonne note de tout ça. Mais voilà, monsieur n'est pas là, donc il ne sait pas peut-être expliquer, donner plus d'éléments pour sa question.
Donc, ben voilà, on peut considérer que nous avons répondu par toutes les réponses de Paul, de Christian, de Sophie, enfin de tout le monde. Donc, maintenant, je voudrais savoir si dans l'Assemblée, les gens qui sont encore présents, s'il y a des réflexions ou s'il y a d'autres questions, des dernières questions à poser qui n'étaient pas prévues, mais dont bon, on va répondre, ou sinon on en prendra note et on vous recontactera. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Il y a des petites mains. Voilà, je vois des petites mains. Muriel, bonjour, bonsoir. Votre micro. Votre micro. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Ben, écoutez, j'ai contacté, enfin, il n'y a pas tellement longtemps que j'habitais Vers, et donc j'avais contacté le comité de quartier et j'avais des nouvelles assez régulièrement, mais je suppose que maintenant, vu la pandémie, ben, je n'ai plus de nouvelles, je ne sais plus très bien. Enfin, j'avais un compte rendu un petit peu de ce qui se passait. Moi, je n'ai pas vraiment posé de questions, mais enfin, ça m'intéresse de participer et d'améliorer tout ce qui se passe, non seulement dans mon quartier, mais dans Evere. Ce que je trouvais quand je suis arrivée ici, c'était bon au niveau de... Il y avait pas mal de déchets qui traînaient et bon, j'ai écrit au comité de quartier, je crois. Enfin, j'ai fait des démarches en essayant que ça s'améliore. Et je comprends bien que c'est pas évident. Et donc, moi, je veux bien participer. J'étais pas au courant. J'ai entendu qu'il y a des moments où les citoyens peuvent aller, ramassent les déchets. Donc, moi, j'ai pas eu les nouvelles. Donc, je peux pas comme ça, parce que j'en ai parlé. Hein, j'avais dit que dans la commune où j'habitais auparavant, il y avait des sensibilisations aussi à la propreté communale et il y avait des citoyens qui se mettent ensemble pour aller collecter les déchets. Mais moi, enfin, ça, c'est pas vraiment une question. Mais ma question, ça serait pour la suite des différentes réunions, voir un peu comment ça va s'organiser. Donc, vous avez eu, je suppose, les priorités de discussion. Ah oui, ok, oui. C'est par rapport à la suite des réunions. Mais justement, nous allions clôturer par tout ça. On allait justement expliquer tout ça. Je voulais d'abord laisser la parole pour ne pas que les personnes qui sont encore ici soient sur un sentiment de frustration parce qu'elles n'ont pas pu parler ou quoi que ce soit. Mais oui, Sophie, tu ris, mais ça, c'est vrai, quoi. Ça peut arriver. Donc, voilà, je voulais que tout le monde ait un temps de parole. Donc, je pense que c'est fait. Je ne sais pas si... Est-ce que Christian, tu dois encore dire quelque chose? Christian? C'était une question, mais qui peut être posée d'une autre façon ou à un autre moment. Je ne vais pas vous embêter avec cela. Ah, ok. D'accord. On peut clôturer ici alors? Ok. Bien, alors je vais passer la parole maintenant à Megan, qui va donc justement vous... Oui, tu vas pas... Non, c'est Pascal qui va commenter. Donc, je vais passer le droit de mettre tout en route à Megan et Pascal va commenter. Voilà, donc comme Muriel le soulevait très justement, donc on a interpellé les citoyens sur les thématiques de prédilection, sur les priorités, les sujets donc qu'ils voulaient voir traités par ces ateliers de la démocratie. Donc Mégane, si tu es prête, tu peux lancer le partage d'écran. Donc il est prévu de faire 4 ateliers par an étalés sur les années 2021 et 2022. Alors là, c'est très bien, mais je ne vois absolument rien. Je vais faire... j'ai retenu que la mobilité arrivait dans les préoccupations premières. Voilà, ça c'est encore mieux. Donc voilà, vous voyez que pour certaines compétences, c'est évidemment très serré.
La mobilité, je le citais, mais également le développement durable et l'environnement arrivent aussi dans le top 3, si je ne me trompe. Mégane, n'hésite pas à me corriger, tu as des yeux de lynx qui sont bien plus perçants que les miens. Donc, en tout état de cause, l'atelier de mars devrait être consacré donc à la mobilité. Si je ne me trompe, on ferait donc la propreté ou l'environnement au mois de juin. La prévention prévention et sécurité peut-être en septembre. La démocratie locale avait eu également un bon score, mais nous en avons discuté largement aujourd'hui, ce qui n'empêche qu'on peut encore en discuter à d'autres moments. Et donc, si je ne me trompe pas, nous faisons donc en 2021 4 ateliers, un en mars, un en juin, un en septembre et un en décembre. Et les 4 thèmes retenus seraient donc la mobilité et l'environnement, développement durable, la propreté en 3e lieu, la prévention et la sécurité en 4e lieu. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, si c'est un programme qui vous convient. En tout cas, on essayera de notre côté de chercher donc les opérateurs externes qui viendront nous former à ces différentes questions, et on essayera également d'inviter le membre du collège, le bourgmestre ou l'échevin en charge de ces différentes compétences afin de pouvoir répondre à vos questions et partager avec les citoyens quelles sont les orientations qui sont prises par le collège dans les différentes matières concernées. Voilà, s'il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ça. Je vois la main levée de Muriel. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir maintenant ou si c'est encore le reliquat de votre précédente intervention. Quoi qu'il en soit, si vous voulez parler, allez-y. Non, apparemment, vous ne vous souhaitiez plus intervenir. Elle est baissée. On vous entend, Muriel. Non, j'ai cliqué sur la main. Donc, ah oui, voilà, oui. Donc, si vous recliquez, vous la baissez. Mais donc, parfait. Oui. Si vous vouliez intervenir, vous pouviez, mais la question est donc entendue. Mais il ne me reste qu'à remercier Véronique pour sa co-construction de ce premier atelier. Pascal, oui. Je voulais d'abord dire 2 mots. Oui, vas-y. En fait, je voulais d'abord donner 2 mots avant de céder la parole à Françoise, qui s'est déjà présentée en tant que responsable du développement durable. Alors, vous allez peut-être vous dire, tiens, mais c'est bizarre, le développement durable, qu'est-ce qu'il vient faire ici dans la participation citoyenne, bien qu'en général, toutes les compétences se tiennent, etc. Mais voilà, sans rentrer dans tous les détails, puisque nous aurons un atelier concernant le développement durable et l'environnement, je tenais seulement à vous dire que, en fait, la section développement durable comprend également les cellules d'égalité des chances, solidarité entre les peuples, participation citoyenne et bien-être animal. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de développement durable. Bien sûr, cette section initie, coordonne et gère l'ensemble des actions en phase avec l'environnement, l'économie et le social. Voilà, maintenant, pour terminer, je vais passer la parole à Françoise, qui va vous donner des renseignements par rapport au service même, donc quant à la participation citoyenne. Oui, Véronique, en fait, c'est juste pour compléter ce que tu disais par rapport au développement durable, c'est vrai que la participation citoyenne est enveloppée dedans parce qu'il y a des projets comme les potagers, comme les Repair Café, comme voilà, d'autres projets dont parlait Muriel aussi, et donc qui sont à cheval sur le développement durable et la participation citoyenne. Il est vrai que cette année un peu particulière, on n'a pas pu faire ce qu'on fait chaque année, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'ateliers auxquels les citoyennes et les citoyens peuvent participer. L'année passée, on en a fait vraiment beaucoup.
cette année-ci, cette année en 2020, on a été un peu frustrés, mais on espère vraiment que ça va reprendre. Il va y avoir le projet Récup & Go, la donnerie, etc. Donc là, vraiment, les citoyens et les citoyennes seront impliqués et pourront interagir beaucoup plus. Je voulais revenir aussi dire un mot sur les comités de quartier dont Christian a parlé, qui sont quand même des comités qui sont souvent beaucoup plus des comités de jeunes ou des comités de femmes qui sont gérés aussi par les maisons de quartier. Hein, donc, il ne faut pas hésiter aussi à faire des rapprochements entre tous ces habitants de la commune. Il y a énormément de choses qui se font dans les quartiers par le biais de ces comités de quartier. Et enfin, donc, oui, comme Pascal l'a dit à plusieurs reprises et Véronique aussi, voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer, à interpeller la commune et l'administration et les autorités et les représentants politiques. Alors, il y a ce qu'on appelle le front office, qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le premier accès à la commune. Le numéro de téléphone est le 02 247 62 62 et l'adresse mail est ever222@ever.brussels. Là, tout est réceptionné et redirigé vers les services compétents. Mais vous pouvez aussi vous adresser chez nous au développement durable, puisque avec les conseils de quartier, nous sommes un intermédiaire entre justement les conseils de quartier, les citoyens et les services de la commune. Ainsi, par exemple, un exemple très concret qui nous est arrivé aujourd'hui, un citoyen nous a téléphoné complètement affolé parce que suite à la grosse drache, comme on dit en Belgique, de ce matin, il y avait un avaloir qui débordait. Hein, et donc, il nous a appelé et immédiatement, nous avons fait un mail, comme tout citoyen, au front office qui a communiqué aux services concernés et la réaction, elle s'est produite dans l'heure. Donc, vous voyez, on est aussi là pour pouvoir un petit peu voilà, faire fonctionner les choses un petit peu plus vite parfois dans ces périodes surtout de pandémie où on ne sait pas être partout à la fois. Donc, le service développement durable, l'adresse email, c'est ddo@ever.brussels. C'est facile. Alors, maintenant, on en reparlait aussi, les moyens de communication, les réseaux sociaux sont là. Donc, la commune est représentée sur Facebook, sur Instagram, etc., comme toutes les communes et tous les mouvements modernes. Hein. Donc, quand on veut nous joindre, je pense qu'on y arrive. Voilà. J'ai terminé. Bien, mais donc je remercie les personnes présentes, bien évidemment, pour cet exercice bien sympathique. On essayera de faire au moins aussi bien la prochaine fois, ou même mieux. Je veux profiter de ce moment, Véronique, j'ai déjà eu l'occasion de te remercier là tout de suite pour ta présence et ce que tu apportes dans ce travail de co-construction et qui va se poursuivre tout au long de ces ateliers. C'est ce travail en binôme, ce travail en équipe, c'est vraiment très agréable et très chouette. Je veux particulièrement remercier et Françoise et Mégane qui ont travaillé d'arrache-pied pour réussir cet exercice. Alors, on a bien évidemment, comme toutes les maladies d'enfance, hein, un projet qui débute à ces petites maladies. Donc, on a eu quelques petits soucis au démarrage, mais c'est pas grave. Je trouve que c'était très convivial, très agréable, et je vous remercie toutes les deux de votre engagement et de votre disponibilité, parce que oui, vous voyez des fonctionnaires qui travaillent jusqu'à 21h et qui sont au service de leurs échevins et de la population. Eh bien, je trouve que c'est vraiment un super exemple et je peux vous garantir que toute notre administration travaille comme ça et que la crise sanitaire a vraiment soumis nos travailleurs à très rude épreuve et ils ont fait ça de main de maître. Et ce que nous avons réalisé aujourd'hui, je tiens à le dire aussi, parce que le petit film qui a été réalisé, les interviews qui ont été réalisées, etc., tout s'est fait à 100% dans la maison. Donc, quelque part, sans frais supplémentaires ou spécifiques pour la commune. C'est du 100%
réalisés en nos murs par nos collaborateurs, sauf bien entendu l'intervention de Corinne François tout à l'heure. Mais donc, c'est du travail 100% éverois et 100% réalisé par nos équipes. Et je vous remercie pour ça. Je trouve ça très sympa. Donc, on se donne rendez-vous au mois de mars pour le prochain atelier, donc qui sera consacré à la mobilité. Donc, on essaiera de trouver des opérateurs externes qui pourront venir faire une bonne petite présentation sur la compétence de tout ce qui touche à la mobilité, et je vais essayer, en ce qui me concerne, de convaincre les chefins de la mobilité de se plier à l'exercice, mais je pense qu'il répondra favorablement. Il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il sera là aussi. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à très bientôt. Et encore merci à tous pour votre participation constructive. Au revoir. Merci à toutes et